Sur YouTube, les vidéos d'écriture parlent souvent de bons conseils, et c'est logique. Quand vous voulez aider quelqu'un à écrire des bons dialogues, vous allez lui donner d'abord des bons conseils. Mais je pense que les mauvais conseils, c'est aussi important de les mettre en évidence, parce que parfois, on les suit sans vraiment les remettre en question, et ça peut créer des problèmes. Je le précise tout de suite, mais évidemment, dans cette vidéo, quand je vais parler de bons et de mauvais conseils, c'est avant tout ce que moi je considère comme bon et comme mauvais. Ça reste, comme toutes mes vidéos, subjectif évidemment. Et quand je dis qu'un conseil est mauvais, c'est pas gratuit. Souvent, ça veut dire que c'est un conseil que j'ai moi-même suivi quand j'ai commencé et que je l'ai regretté par la suite. Donc je vais pas me contenter de vous dire faites comme moi je dis et pas comme les autres parce que c'est moi qui ai raison. Je vais surtout vous donner des arguments, vous expliquer pourquoi moi je considère que tel conseil n'est pas forcément intéressant à suivre et après vous faites ce que vous voulez avec ça. Par exemple, un conseil qu'on entend tout le temps en matière de dialogue, c'est il faudrait pas utiliser trop le verbe dire, ou en tout cas essayer de pas trop le répéter. Et ça, c'est typiquement le genre de conseil qu'on entend partout, et avec lequel je suis pas du tout d'accord. On nous dit qu'il faudrait pas utiliser le verbe dire, qu'il faudrait plutôt chercher des synonymes du genre vociférer, tempérer, s'exclamer, des choses comme ça. Et le but, je le comprends, le but c'est de pas se répéter, comme pour n'importe quoi. Pour une description, par exemple, vous allez essayer de ne pas vous répéter, vous allez utiliser des synonymes. Et donc l'idée, c'est de faire la même chose dans les dialogues. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer si vous utilisez tout le temps des synonymes comme ça, c'est que vous allez attirer l'attention sur l'incise plutôt que sur le dialogue. Et c'est le genre de pratique qu'on voit souvent chez les débutants et qui devient très vite lourd. Et c'est dommage de ne pas s'en rendre compte parce que le lecteur, lui, va s'en rendre compte. Mais personnellement, s'il y a un bouquin qui est bourré de synonymes du verbe dire, ça peut être un motif pour que j'arrête ma lecture. Ça devient vraiment très vite énervant. Et surtout que la raison pour laquelle on va chercher des synonymes n'est pas forcément bonne, parce qu'en fait, justement, le verbe dire, c'est un verbe qui est plutôt invisible. Quand on lit un long dialogue, on n'y fait même plus attention. Le cerveau, il calcule même plus. Donc, au contraire, je trouve que c'est mieux d'utiliser le verbe dire, parce que c'est beaucoup plus discret que d'attirer l'attention sur un synonyme un peu recherché, ou de créer un style lourd en enchaînant synonyme sur synonyme tout le temps, plutôt que d'aider le lecteur à entrer dans le dialogue et à oublier les verbes qui vont avec, justement. Alors, je sais que vous allez peut-être me dire, oui, mais le verbe dire, c'est un verbe plat. Alors que quand on dit s'exclamer, il y a une manière de dire. Et je suis d'accord, de temps en temps il y a des exceptions, mais ça on en reparlera plus loin dans la vidéo justement. Ici je suis juste en train de vous dire que le verbe dire justement, c'est pas un problème. Vous avez le droit de l'utiliser. D'ailleurs, il y a plein de très bons livres qui utilisent ce verbe-là tout le temps, voire exclusivement. Et si vous connaissez un peu des conseils de grands auteurs, vous devez savoir qu'il y en a beaucoup qui disent justement qu'il vaut mieux utiliser le verbe dire et pas s'embêter avec des synonymes. Donc comme toujours, il n'y a pas de règle, il n'y a rien d'interdit ou d'obligatoire, mais attention quand même à ne pas obtenir un style lourd, parce que je pense pas que c'est ça que vous vouliez. Bon j'ai une lampe qui s'est éteinte, faites pas attention. Alors maintenant le problème, vous allez peut-être me répondre que si on répète tout le temps le verbe dire, ça devient du coup une répétition et ça peut devenir lassant. Je suis d'accord, mais alors le problème c'est peut-être pas l'utilisation du verbe dire, mais peut-être le fait que vous répétez chaque fois des incises alors qu'il n'y en a pas besoin. Et ça justement, ça rejoint un deuxième conseil qu'on entend souvent, qui est de bien utiliser les incises pour pouvoir expliquer qui est en train de parler. Et c'est pas un mauvais conseil en tant que tel, c'est juste que souvent c'est mal compris et surtout très mal utilisé. Ce qu'on rencontre beaucoup chez les débutants, c'est trop d'incises en fait. Souvent quand on débute en écriture, on a envie de préciser à chaque fois quelle phrase est dite par qui, alors que c'est pas forcément nécessaire. On a un peu peur de ne pas préciser qui parle, alors que le lecteur, lui, il a très bien compris qui parle. Vous n'avez pas besoin de préciser à chaque ligne qui est en train de parler, il y a plein d'exceptions. Je vous donne 3 exemples très rapides. Si c'est un dialogue entre 2 personnages qui sont dans la même pièce par exemple, et il n'y a que eux deux. Si vous avez le premier qui entame la ligne de dialogue, virgule, dit machin, puis le deuxième qui va lui répondre, virgule, dit machin. La troisième ligne de dialogue, on sait très bien que c'est le premier qui est en train de parler, il n'y a pas besoin de repréciser. Et la quatrième ligne, on sait que ce sera le deuxième. On comprend instinctivement que c'est une alternance entre les deux. Il n'y a pas besoin de nous repréciser à chaque ligne, s'exclama-t-il, répondit-elle, etc. Un autre exemple, c'est si ces 2 personnages, on connaît déjà leur nom, et il y en a un qui va utiliser le nom de l'autre dans sa première phrase. Imaginez par exemple, vous avez Harry Potter et Ron Weasley qui sont dans une pièce, et sans incise, la première ligne de dialogue c'est juste « Qu'est-ce que tu fabriques, Ron ?» Vous savez très bien qui vient de prononcer cette phrase. Et vous savez aussi très bien qui va répondre. Donc voilà encore un cas où les incises ne sont pas nécessaires. Un troisième cas, c'est quand vous avez de la narration qui concerne quelqu'un,
et puis qu'il y a une ligne de dialogue qui est introduite comme ça sans rien, sans incise, on va considérer instinctivement que celui qui la prononce, c'est la dernière personne dont on a parlé dans la narration. Il faut à un moment donné réaliser que votre lecteur n'est pas bête, et mettre des incises partout pour être sûr qu'on comprenne qui parle, c'est pas la bonne méthode, ça va devenir ultra lourd. Alors on va peut-être me répondre, oui, mais les incises, ça sert à expliquer comment on dit la phrase, et donc c'est super important. Par exemple, on va dire dit-il avec une pointe d'amertume dans la voix, quelque chose comme ça. Et ça, c'est typiquement le genre de conseil avec lequel je suis pas d'accord, parce que je trouve que c'est pas écrire de la qualité de faire ça. Quand vous précisez que c'est dit avec une pointe d'amertume, ça veut dire que vous n'avez pas voulu faire l'effort de trouver une phrase qui laissait sous-entendre que c'était dit avec une pointe d'amertume, et du coup vous le précisez vite fait, comme si c'était une note en bas de page. Et c'est le lecteur qui doit faire tout le travail, qui doit relire la phrase en se disant « Ah oui, c'est dit avec une pointe d'amertume ». On en revient en fait au fameux problème du show don't tell. Vous êtes en train de dire au lecteur comment la phrase est dite, plutôt que de rendre la phrase explicite. Comme toujours, je ne dis pas que c'est interdit de préciser comment une ligne de dialogue est dite, mais si ça devient un réflexe, pour moi c'est un problème, parce que c'est la solution de facilité en fait. Vous demandez au lecteur de faire le travail, alors que c'est à vous de le faire. Je vous donne un exemple tout bête pour vous montrer. Si vous avez la phrase « Ne perds pas de temps, virgule, dit-elle, virgule, excédé », vous précisez que la personne qui prononce cette phrase est excédée. Mais « ne perds pas de temps », c'est pas une phrase que quelqu'un d'excédé prononcerait. C'est une phrase beaucoup trop calme, beaucoup trop tranquille. Alors que si vous dites « Mais tu vas te dépêcher, oui ?» est-ce qu'il y a besoin de préciser que la personne qui dit ça est excédée? Ou est-ce qu'on le comprend rien que dans la phrase? Donc je pense pas que préciser le ton, ça soit une erreur en tant que telle, mais si ça revient souvent et si c'est un réflexe, pour moi, oui, c'est un problème. C'est pas du tout le rôle des incises en fait. Alors souvent on nous dit aussi que dans les dialogues, il faut parfois préciser quelque chose sur le langage corporel, il faut décrire le langage corporel de ceux qui parlent. Et encore une fois, et ça vaut pour presque tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est pas un mauvais conseil en soi, c'est surtout qu'il est souvent mal compris, mal utilisé, et que s'il n'y a pas une raison derrière, ça fonctionnera pas. Et chez les débutants, souvent, on voit une utilisation du non-verbal qui n'est pas du tout justifiée. En plus, quand vous y réfléchissez, à chaque fois que vous précisez quelque chose sur le langage non-verbal des personnages, vous devez recommencer la phrase d'après si c'est un dialogue, en précisant qui parle, puisqu'il y a eu une coupure. Donc plus vous allez le faire, plus vous allez devoir ajouter des incises pour réexpliquer qui est en train de dire la première ligne, et donc plus vous allez alourdir le style. Donc attention à ne pas en mettre trop non plus du langage non-verbal. Comme beaucoup de choses en écriture, c'est une question de dosage. Vous pouvez en utiliser, mais pas trop non plus. Et il ne faut pas non plus oublier que ça peut facilement briser le rythme. Quand le dialogue commence à devenir intéressant, quand la tension commence à monter, quand on a vraiment envie de connaître la suite, la dernière chose qu'on a envie de lire, c'est que tel personnage est en train de se gratter la tête ou qu'il cherche quelque chose dans sa poche, on s'en fout. D'ailleurs, souvent les lecteurs, vous le faites peut-être aussi, soyez honnêtes, on passe ça. Moi, quand je suis vraiment dans un dialogue, que je vois une ligne qui ne commence pas par un tiret, il y a des moments où je la passe, même instinctivement. Je le fais pas par dédain ou par nonchalance, c'est vraiment parce que j'ai envie de lire la suite du dialogue et je sais bien que ce qu'on est en train de me préciser là, ça n'a aucune importance. Donc si le non-verbal apporte quelque chose, ok, pourquoi pas. Mais s'il n'apporte rien, si c'est juste un réflexe pour le plaisir de nous dire que tel personnage se mord la lèvre ou se gratte la tête, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Et si c'est pour nous donner une information sur l'état émotionnel des personnages, est-ce que ce serait pas mieux de le faire justement par le dialogue plutôt que de nous couper dans notre élan? Ça y est, la lampe est revenue. Bon alors le dernier point dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui concerne la ponctuation. Parce que c'est vrai que je vois souvent des auteurs qui sont ultra préoccupés par « Oh mon Dieu, quel type de tiret il faut utiliser pour les dialogues? Est-ce qu'on peut mettre des guillemets ou non? Est-ce qu'il faut mettre des virgules pour les incises ou pas? Est-ce qu'on recommence la phrase par une majuscule ou pas ?» Alors je dis pas que c'est pas important, surtout si vous voulez envoyer votre texte à une maison d'édition, mais simplement, avant de se poser toutes ces questions, est-ce que ce serait pas utile de se demander comment écrire un bon dialogue? Parce que là, vous êtes en train de vous concentrer exclusivement sur la forme, mais il faudrait déjà que le dialogue soit bon derrière. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une maison d'édition qui reçoit votre texte va dire « Les dialogues sont vraiment nuls, mais il a utilisé le bon tiret, donc bon, on va quand même voir ce qu'on peut faire ». N'oubliez pas qu'en plus, quand vous faites une erreur comme ça, si vous vous êtes trompé de tiret par exemple, ça se corrige par un rechercher-remplacer littéralement en 10 secondes. Donc est-ce que c'est vraiment ça qui devrait vous préoccuper dans un premier temps? Je suis pas sûr. Comme toujours, je dis pas que c'est pas important, mais simplement, faudrait peut-être remettre un peu les priorités dans l'ordre. En plus, parfois, j'en vois qui disent « Oui, il faut utiliser tel type de tiret, tel type de guillemets » qui sont ultra sur d'eux, alors que souvent, les maisons d'édition, d'une maison à l'autre,
leurs conditions de soumission de manuscrit changent. Si vous voulez envoyer votre manuscrit à une maison d'édition, respectez ces conditions de soumission de manuscrit. C'est aussi simple que ça. N'allez pas voir sur internet qu'est-ce que telle personne ou telle autre personne vous conseille, ça n'a aucun sens. Et si vous êtes en auto-édition, relâchez un peu la pression. En général, les règles sont un peu moins strictes. Et surtout, et là je ne vais pas vous dire que c'est un conseil que je vous donne, c'est juste quelque chose dont je voudrais que vous soyez conscient, c'est que tout ce qui est règles de ponctuation, etc., c'est absolument pas quelque chose de figé. Si vous allez chercher du côté de Cormac McCarthy par exemple, ou de Sally Rooney, ou de José Saramago, je sais pas si je le dis correctement, c'est des gens qui écrivent sans tirer leur dialogue. Sans guillemets, rien du tout. Il y a parfois une incise, mais elle est vraiment intégrée au texte. Donc en fait, quand vous ouvrez un bouquin de McCarthy par exemple à n'importe quelle page, vous ne savez pas où sont les dialogues. Est-ce que le lecteur est perdu? Peut-être, si c'est la première fois que vous lisez un dialogue comme ça, vous êtes peut-être perdu. Mais en attendant, vous avez une vraie immersion dans le texte, parce que tous les guillemets, tous les tirets semi-quadratins, etc., ils vous rappellent en permanence sans même avoir lu, rien qu'en ouvrant la page et en voyant des tirets, vous savez déjà que c'est un dialogue. Et les gens comme McCarthy ou Rooney ou quoi, ils veulent que vous soyez vraiment en immersion dans leur texte, et du coup ils intègrent le dialogue au texte. Pourquoi pas? Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou qu'il faut pas le faire, mais simplement, soyez conscient que il y a des gens qui ne respectent pas du tout les règles de ponctuation des dialogues, et ça fonctionne très bien. Voilà pour ce qui est des dialogues. Alors je le répète une dernière fois, mais ici je fais que donner mon avis sur des conseils que moi je trouve mauvais, parce que je les ai suivis et parce que j'ai regretté de les avoir suivis. Tout ce que je viens de citer ici comme erreur, je l'ai fait et je me suis autocorrigé parce que pour moi ça rendait mon texte moins bon. Vous êtes libre de ne pas le faire. Il ne faut pas m'écouter non plus aveuglément, il faut écouter personne aveuglément. Donc en résumé, je dirais qu'il faut essayer d'utiliser le moins d'incises possible. Si vous avez envie de préciser comment une phrase est dite, essayez plutôt de rendre votre phrase plus explicite au départ. N'ayez pas peur d'utiliser le verbe dire. N'utilisez pas du non-verbal s'il n'y a pas une raison derrière. Et surtout, concentrez-vous d'abord sur la qualité du dialogue. Comme à chaque fois, il y a plein d'exceptions à tout ce que je viens de dire, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous voulez, ou si vous avez des précisions à faire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la rétribuer avec un pouce bleu et vous abonner. Ça aide toujours pour le référencement. Moi je vous dis à la prochaine.